Bonjour à tous, bienvenue à la mairie d'Aiglun, en salle du conseil municipal de la commune d'Aiglun. Et on vous remercie d'être connecté à cette vidéo. Je suis en compagnie de Patrick Quillet, conseiller municipal en charge des questions mémorielles pour la commune. Et si on est aujourd'hui présent avec vous, c'est à l'occasion des commémorations nationales 2021 de la mémoire de l'esclavage. Donc en ce 10 mai, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Patrick va nous faire une causerie à ce sujet, puisque depuis une quinzaine d'années, le mois de mai est devenu le mois des mémoires de l'esclavage et de ses héritages. C'est en effet durant cette période qu'interviennent les deux journées nationales aujourd'hui fixées par le calendrier républicain, le 10 mai, comme on l'a dit, qui est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Et ensuite, la deuxième journée qui est le 23 mai, où on aura l'occasion de se retrouver, qui est la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Ils sont également célébrés à Mayotte le 27 avril, en Martinique le 22 mai, en Guadeloupe le 27 mai, à Saint-Martin le 28 mai et en Guyane le 10 juin. Ces cérémonies et les événements culturels et citoyens qui les entourent nous rappellent l'importance de cette page de notre histoire qui a vu se nouer un lien indissoluble entre la France et l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes et l'océan Indien, et se jouer quelques-uns des moments décisifs qui ont forgé les valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais laisser la parole à Patrick, que je remercie d'être là pour nous parler de ces questions importantes et qui nous rappellent à notre passé, et c'est important de se souvenir. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie, bonne conférence, merci encore, et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Monsieur le maire, Monsieur le maire va quitter la salle. Je vais pouvoir donc enlever ce masque. Ceux qui me connaissent savent que j'ai vécu plusieurs années dans l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, sur la petite énumération qui a été donnée, faite elle, le 20 décembre, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et ce que je voudrais, c'est rappeler le phénomène de l'esclavage dans l'histoire de l'humanité en général. Parce que s'il y a une chose qui a été partagée par l'humanité depuis des millénaires, c'est effectivement la pratique de l'esclavage. Alors qu'est-ce que c'est que l'esclavage dans une définition minimale? Eh bien, c'est une condition sociale d'un être humain qui est privé par d'autres de sa liberté et de son droit de propriété sur soi-même. L'esclave, en règle générale, n'est-ce pas, est une propriété meuble appartenant à son maître. Alors, on se doute que l'esclavage remonte à très longtemps. Malheureusement, on ne peut pas remonter plus avant dans l'histoire, plus en arrière que les civilisations qui maîtrisaient l'écriture. Même si, quand on observe certaines tombes du néolithique, on s'aperçoit, vous savez, que lorsque un défunt important est enterré, eh bien, on trouve autour de lui, tué à cette occasion, ses épouses, ses serviteurs, ses compagnons de guerre, et également les esclaves. À quoi reconnaît-on que ce sont des esclaves? Et c'est parce que, alors que tous les autres corps sont enterrés dans une position dite
la position décubitus latérale, que vous connaissez tous, eh bien, les esclaves sont jetés en vrac. Comme si ce fait d'être jeté en vrac après leur mort rappelait un statut particulier. Hein. Alors, si j'en viens à l'époque antique, évidemment, hein, c'est-à-dire, par exemple, en Mésopotamie ou en Grèce, nous avons des textes, je le disais tout à l'heure, et ce sont des textes qui réglementent la pratique de l'esclavage, hein, et on a donc une pratique qui est totalement généralisée, c'est-à-dire que les peuples qui se font la guerre, les vaincus, vont être utilisés comme esclaves. Le statut, Athènes invente la démocratie, mais cette démocratie n'est le fait qu'un certain nombre d'hommes libres, et vivent à Athènes des gens qui n'ont pas ce statut-là et qui peuvent être considérés comme des esclaves. Alors, à Athènes comme à Rome, l'esclave peut appartenir à la même race, on va dire, que le maître, puisqu'il y a guerre entre cités athéniennes, il y a guerre entre peuplades romaines, italiques, et par conséquent, on a cette idée que l'esclave est peut-être effectivement quelqu'un de même race, hein, c'est ce qu'il est le plus souvent dans cette période, et très souvent, les esclaves, avant de devenir esclaves, ont été choisis, ont vécu une existence de formation. Certains sont des travailleurs physiques, d'autres sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des intellectuels, hein. C'est-à-dire que quand on va ensuite acquérir des esclaves sur le marché aux esclaves, si on a besoin d'éducateurs pour ses enfants, eh bien on va choisir des esclaves qui sont d'ailleurs parfois bien plus cultivés, bien plus instruits que le maître qui les achète. Hein. Voilà, de grands écrivains grecs ou latins ont eu une période de la vie où ils étaient esclaves avant d'être affranchis et de donner toutes leurs mesures comme écrivains. Voilà, écrivains ou philosophes d'ailleurs. Hein, je peux citer le cas d'Épictète, un philosophe assez connu, qui a donc vécu au 1er, 2e siècle de notre ère et qui, effectivement, était un esclave affranchi. Alors, je disais que l'esclavage et la traite, qui est évidemment associée nécessairement à l'esclavage. Il faut bien prendre des hommes quelque part et les amener là où on a besoin de les exploiter. Elle est universelle et elle est connue aussi comme étant, pendant de nombreux siècles, la traite des Africains noirs par les Arabes. Hein. Si je me réfère par exemple à la région du Sahara, hein, on compte au cours des siècles plus de 9 millions de captifs africains qui ont été transportés dans des conditions inhumaines. Et, on peut estimer que 2 millions ont péri dans cette déportation. Hein. Et si je prends l'exemple, et c'est aussi dans cette zone-là que la traite des Noirs par les Arabes a battu son plein, l'exemple des régions proches de l'océan Indien, de la mer Rouge, hein, eh bien c'est un chiffre à peu près équivalent et de 8 millions de victimes, c'est-à-dire que nous en sommes à 17 millions de déportés, hein, et beaucoup de morts parmi eux, et dans les survivants, une caractéristique de la pratique arabe, c'était que, eh bien, on
empêchait la reproduction, hein, et donc les survivants étaient castrés. Hein. Voilà, donc malheureusement, l'humanité, tous azimuts, elle a été effectivement impliquée dans la privation de liberté, la privation du droit de propriété sur soi-même et l'exploitation de la force de travail, la plupart du temps physique, mais aussi intellectuelle, comme on l'a vu, de ces semblables. Alors, je voudrais revenir sur l'étymologie du mot esclave. En latin, on parlait de servi, qui a donné en français toute la famille de services, serviteurs, etc. Hein. Donc le mot a évolué vers quelque chose d'autre, hein, un sens autre. Et c'est un mot médiéval, sclavus, donc dans le latin postérieur, n'est-ce pas, qui sans doute est apparu à Venise au Moyen-Âge, puisqu'à Venise, la plupart des esclaves de l'époque venaient des Balkans. Et c'était donc des Slaves que on nommait en grec à l'époque sklaveni, slave, esclavon, hein, ou slavon maintenant aujourd'hui dans notre vocabulaire moderne. Et donc le fait que ces cités italiennes comme Venise, florissantes économiquement en grande partie en raison de l'exploitation d'esclaves venus des Balkans, hein, et donc de Slaves. Hein. Le nom de l'époque pour parler de ces Slaves est devenu le nom des esclaves. D'ailleurs, il faut dire que à l'époque, l'Espagne est musulmane et que Venise n'hésite pas à vendre des esclavons, hein, c'est-à-dire des Slaves des Balkans, comme esclaves pour les dignitaires musulmans, et le terme à ce moment-là en vigueur en arabe dans la péninsule ibérique, c'est sakaliba, hein, sakaliba qui est une déformation de esclaveni, le terme grec dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Alors, il faut, dans ce tableau généralisé d'une présence de l'esclavage tous azimuts, dire que petit à petit, le christianisme va aller, hein, alors c'est pas une évolution linéaire, mais petit à petit le christianisme va aller dans le sens d'une domination progressive de l'esclavage. Hein. L'Église, par exemple, des premiers siècles, va considérer les maîtres et les esclaves comme des égaux devant Dieu, et va s'opposer en principe à l'idée que des chrétiens puissent être les esclaves d'autres chrétiens. On va aménager des situations, l'esclave pourra se marier, sa famille pourra être reconnue, à certaines époques on l'autorise à devenir moine, à porter plainte en justice contre son maître, etc. etc. Donc l'évolution va aller du côté de ce qu'on a appelé en France le servage. Alors le mot servage, vous voyez, vient bien du latin servus, hein, qui désignait l'esclave à l'époque romaine, et les serfs, hein, dont il sera évidemment question à propos de l'abolition de l'esclavage au moment de la Révolution française, n'est-ce pas? Les serfs, eh bien, le statut des serfs, c'est un statut adouci d'esclavage en réalité, hein, et d'ailleurs ça va porter le nom de servage, qui permet quand même un certain nombre d'évolutions positives. Hein. La reine des Francs au 7e siècle, qui s'appelait Bathilde, pas Mathilde, mais Bathilde, qui était une ancienne esclave et qui sera canonisée par l'Église, aurait interdit dans les royaumes francs le commerce, c'est-à-dire le marché aux esclaves. Et si je passe quelques siècles,
du 7e au 14e siècle, début du 14e siècle, Louis X, dit le Hutin, le roi de France Louis X, publie un édit en 1315 qui, selon le droit de nature, chacun doit naître franc, c'est-à-dire affranchi, libre. Et donc, depuis cette date, du 3 juillet 1315, au fond, c'est la décision de Louis X, si sur le sol de la France, un esclave qui arrive est automatiquement affranchi. Alors, je vous l'ai dit, le serf, il jouit d'une personnalité juridique, il n'appartient pas à son seigneur, il possède des biens, il peut ester et témoigner en justice, il peut contracter des mariages, etc. Ce qu'il y a, c'est que il doit obéir au seigneur, il est en quelque sorte l'étage du bas de toute la hiérarchie de la société pyramidale de la féodalité. Le roi, les seigneurs, et puis tout en bas, n'est-ce pas, le serf. Alors, le seigneur impose ses ordres, et comme à l'armée, le serf doit obéir, mais la contrepartie, je crois qu'on le sait assez bien, cela, c'est que le seigneur doit protection aux serfs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a aboli pour autant l'esclavage. Il y a le servage, mais l'esclavage continue. L'esclavage continue, il continue tout au long du Moyen-Âge. Il disparaît en gros au nord des Alpes. Mais au sud des Alpes, eh bien, jusque, je dirais, au XVe siècle, à Gênes, en Catalogne, à Venise, l'esclavage existe, et surtout, les Génois, les Catalans, les Vénitiens font commerce d'esclavage, c'est-à-dire font la traite. Et qui est réduit à un esclavage, évidemment, ce sont des individus que l'on capture en Afrique, que l'on capture au nord de la mer Noire, et on va vendre par exemple en Égypte à des Arabes des esclaves capturés au nord de la mer Noire. On va envoyer les femmes dans le service domestique et sexuel évidemment dans les grandes îles méditerranéennes ou en Italie. Alors arrive le XVe siècle, je l'ai dit tout à l'heure, et arrive évidemment l'époque des grandes, ce qu'on appelait les grandes découvertes. Et du coup, c'est l'apparition d'un nouveau type d'esclavage. Quel est ce type d'esclavage nouveau qui apparaît? C'est l'esclavage de type colonial. Ce sont les Portugais qui, les premiers, vont voyager par cabotage sur les côtes africaines avant de pouvoir ensuite oser aller plus loin. Et donc, ils capturent ou ils achètent des Africains pour les déporter, évidemment, vers leurs colonies dans les îles de Madère, par exemple, ou du Cap-Vert. Et le milieu du XVe siècle est donc le début de ce qu'on a appelé la traite atlantique. La première vente de captifs noirs qui ont été arrachés à leur côte africaine atlantique, alors avec la complicité évidemment de leurs congénères, si j'ose dire, de leurs compatriotes. Ça ne s'est pas fait comme ça. Je vous ai dit, l'esclavage, tout le monde y a trempé. Et donc, la première vente de captifs noirs a lieu au sud du Portugal, dans la ville de Lagos, en 1444. C'est facile à retenir, 1444, 1444. Une dizaine d'années plus tard, en 1455, le pape de l'époque, qui s'appelait Nicolas V, va autoriser
le roi du Portugal à soumettre les populations musulmanes d'Afrique, parce que, évidemment, vous savez, les conquêtes ottomanes sont allées jusque dans ce que nous appelons le Maghreb aujourd'hui. Et donc, on autorise le roi du Portugal à soumettre ces populations et donc à faire, cette fois-ci, comme esclaves, des Arabes, des Berbères. Pendant ce temps, nous passons au XVIe siècle, et à ce moment-là, ça va prendre une dimension de plus en plus mondialisée, puisque les Espagnols, les troupes, les compagnies d'hommes de guerre espagnols, n'est-ce pas, font du trafic d'Amérindiens, hein, qu'ils vendent à Cuba, par exemple, dans les Caraïbes. Alors, les Espagnols, c'est un cas intéressant parce que Isabelle la catholique, la reine d'Espagne, elle n'en voulait pas, mais elle l'autorisait pour des Amérindiens dont il avait été prouvé qu'ils pratiquaient encore l'anthropophagie rituelle. C'est-à-dire le fait que l'on puisse, après une guerre, servir un repas à partir du corps de l'ennemi, dont on s'incorporait à ce moment-là toute l'énergie. Voilà. Isabelle la catholique dit que l'esclavage est aussi possible lorsque il se produit après après une guerre juste. Alors qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste? La définition, évidemment, est laissée à l'appréciation de chacun. Alors, je vous disais, la chrétienté, la papauté va régulièrement faire en sorte qu'on ou bien adoucisse l'esclavage, ou bien que l'on en sorte. Le XVIe siècle, le pape Paul III, en mai et juin 1537, publie des bulles, vous savez, ces textes qui valent force de loi, qui condamnent l'esclavage des Amérindiens. Et, je cite Paul III, condamne toute mise en doute de la pleine humanité de ceux-ci, ou de tout autre peuple qui pourrait être découvert dans l'avenir. C'est-à-dire, vous voyez, Paul III, formidable, 1537, condamne l'esclavage des Amérindiens, considère que ces Amérindiens, même s'ils ne sont pas chrétiens, puisqu'on va envoyer des missionnaires pour les convertir, sont des gens de pleine humanité, hein, et on condamne toute mise en doute de la pleine humanité des Amérindiens, ou de tout autre peuple qui pourrait être découvert dans l'avenir. Alors ça, c'est un moment, je pense, très important dans l'histoire de l'esclavage. On sait que Espagnols et Portugais ont ramené involontairement les maladies européennes qui ont décimé les populations d'Amérique, qu'ils ont instauré des systèmes de maltraitance qui s'apparentaient évidemment à l'esclavage et qui pourraient être compris avec l'expression de travaux forcés. On crée de grandes exploitations agricoles où on fait travailler de manière obligatoire les populations soumises. Alors bien sûr, comme le Seigneur doit protection aux serfs, ici, le colonisateur donne à manger, donne une éducation, bon, voilà. Mais c'est quand même une forme d'esclavage insupportable. Je dois ajouter que si on a importé involontairement les maladies dont on était porteur dans l'Amérique, parfois on l'a fait volontairement, c'est-à-dire que, par exemple, le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss, dans son ouvrage Triste tropique, sur la situation au Brésil, dit que on abandonne volontairement des couvertures qui avaient enveloppé des gens atteints de variole, on les abandonne sur les arbres, etc., de
façon à ce que les indigènes se drapent dedans et finissent par se contaminer. Hein. Et alors du coup, c'est là où je veux en venir. On va dire génocide en très grande proportion des populations américaines originelles. On a besoin de main-d'œuvre pour exploiter ces grandes propriétés terriennes, pour exploiter les mines de différents minerais plus ou moins précieux que l'on découvre également. Donc, on a besoin de faire venir de la main-d'œuvre. Et là, dans un premier temps, eh bien, les conquistadors espagnols vont traiter avec les négriers arabes. Hein, c'est-à-dire que les Arabes vont rasier cette main-d'œuvre nègre qui va être ensuite vendue à l'Espagne de façon que ces gens-là puissent être amenés, puissent être amenés dans le Nouveau Monde, hein, afin d'apporter cette main-d'œuvre qui faisait cruellement défaut suite à la disparition des peuples. Dans certains pays, hein, par exemple l'Argentine, cette disparition, elle a été quasi totale. Dans d'autres, beaucoup moins. Le pays voisin de l'Argentine, par exemple le Paraguay, a su préserver ces populations guarani. Mais voilà, donc c'est très contrasté la situation, on ne peut pas en parler de manière globale, hein, il faut voir pays par pays. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que à partir de la moitié du XVIe siècle, hein, cette pratique qui a commencé avec l'Espagne, qui achète à des négriers arabes des Africains, va se développer. Et va se développer, on va dire, à toutes les nations européennes, le Portugal, la France, la Hollande, l'Angleterre, toutes les nations européennes qui ont des façades maritimes et qui ont donc une entreprise d'expansion coloniale en cours. Et on va installer ce qu'on appelle le commerce triangulaire. C'est-à-dire les bateaux partent de France, par exemple, vont en Afrique avec des objets et certains produits un peu, disons, pas très haute qualité, mais quand même. Et donc, c'est avec cela qu'on achète, alors cette fois-ci maintenant, non seulement aux Arabes, mais aussi à d'autres Noirs, qu'on achète des esclaves noirs. Ces esclaves noirs sont ensuite vendus à des exploitants dans le Nouveau Monde, sur le continent américain, dans les Caraïbes, et le navire revient à son port d'origine avec des produits qui ont été fabriqués ou qui ont été cueillis, qui ont été récoltés à peu de frais par une main-d'œuvre gratuite. Les épices, en particulier le sucre, bon voilà, le coton, enfin toute une série de produits essentiels au développement de l'Europe, hein, qui sont produits gratuitement par des gens sur le dos desquels on s'enrichit à tout niveau, parce qu'on les achète avec peu de choses, des objets voilà, qui ne sont pas non plus de grande qualité ni de haute valeur financière. On les vend et avec l'objet de la vente, on peut acheter un certain nombre de produits qu'on amène pour les vendre avec une plus-value, évidemment, en Europe. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est un commerce triangulaire, hein, qui, grosso modo, on part d'Europe, on va dans le golfe de Guinée, on prélève, on va aux Amériques, Brésil, Antilles, etc. Et on revient au port et on a effectué un certain nombre de plus-values entre-temps, vous le voyez, au détriment, évidemment, d'êtres humains. Pour la petite histoire, hein, le premier
navire négrier français qui s'appelle l'Espérance, vous apprécierez le nom, part de La Rochelle à la toute fin du XVIe siècle, 1594. Il va au Gabon, où là il va donc troquer sa marchandise avec de la marchandise humaine, donc négocier avec d'autres Africains, et va ensuite au Brésil amener sa marchandise humaine. Donc on voit bien que ce qu'on a appelé les négriers, vous voyez que c'est un cas tout particulier de l'histoire mondiale de l'esclavage. On voit bien que ce qu'on a appelé les négriers sont des gens qui ont pour motivation première l'économie. L'esclave noir est une marchandise. Et d'ailleurs, on peut dire que des chiffres très éloquents, presque 6 millions d'Africains déportés du XVIe siècle en 1850 au Brésil. Et c'est 40%, donc vous voyez, 6 millions, c'est 40% du nombre total d'Africains déportés dans le Nouveau Monde. Voilà. Donc c'est vraiment, ça commence au XVIe siècle, ça dure jusqu'au milieu du XIXe siècle, et ça concerne 13 ou 14 millions de personnes qui ont été arrachées à l'Afrique et envoyées dans le Nouveau Monde. Alors nous sommes au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, vous savez, c'est la période des Lumières. Et évidemment, les philosophes des Lumières commencent à fabriquer une prise de conscience, qui est une prise de conscience qui va aller dans le sens de l'abolitionnisme de ces pratiques, c'est-à-dire nous sommes dans la journée de commémoration de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions. J'ai déjà dit que à plusieurs reprises, la papauté et donc le christianisme a tenté d'infléchir les choses, mais nous sommes encore dans ces siècles dont je vous parle, dans des pratiques de traite et des pratiques d'esclavage. Quelle est l'année où ça commence à bouger? Si vous voulez, quelle est l'année qui est une date encore qu'on peut retenir, qui est celle de l'explosion de ce commerce triangulaire qui commence à la fin du XVIe siècle, à la moitié du XVIe siècle pour l'Europe, en France dans les toutes dernières années du XVIe siècle. C'est le dernier quart du XVIIe, 1674. Eh bien, c'est vraiment français, anglais, hollandais se lancent dans quelque chose qui est une intensification du commerce triangulaire. Je passe sur les détails. Il faudrait passer beaucoup de temps pour voir les différences, comment dirais-je, la manière dont les choses se mettent en place. Alors, pour ce qui est de la France, par exemple, on peut, en revanche, rappeler quels sont les grands ports négriers français entre, donc, tout au long du XVIIIe siècle, de 1707 à 1793, c'est-à-dire à la Révolution. Eh bien, c'est en premier lieu Nantes, 42% des voyages effectués par des Français. C'est La Rochelle avec 12%, Le Havre avec 12%, et Bordeaux quasiment 12%, Saint-Malo 7%, Lorient 5%. Si je prends par exemple la seule ville de La Rochelle, qui représente 12% des voyages du commerce triangulaire français, ça représente 427 navires. Et donc, en tout, 130 000 captifs qui vont devenir esclaves dans le Nouveau Monde. Alors, je passe
parce que j'en reparlerai peut-être au moment de la commémoration des victimes, le 23, je passe sur les conditions insalubres du voyage, qui dure entre 30 et 60 jours en fonction de la météo et de la rapidité de chaque navire. J'y reviendrai, donc je vais pas me développer là-dessus, hein. Simplement, il faut se remémorer en quelque sorte, hein, ces conditions très difficiles, hein, d'abord d'être arraché à son pays natal et ensuite d'être comme une marchandise, entassé dans des cales, parfois enchaîné, ce qui fait que lorsque le navire coule, il n'y a aucune chance de survie puisqu'on est enchaîné à ce qui coule et que donc on va périr noyé. C'est d'ailleurs ces conditions-là qui vont nourrir chez les penseurs des Lumières des argumentaires pour aller en faveur de l'abolition. Alors j'en viens, et j'en terminerai avec ça, aux abolitions de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, ça commence à la fin du XVIIIe siècle, nous l'avons dit, avec la Révolution française, avec au Danemark et en Norvège des décisions royales, hein, les Britanniques et les Américains au début du XIXe siècle, plus exactement en 1807, s'interdisent la traite négrière. Arrive la chute de l'épopée napoléonienne, Congrès de Vienne 1815. Alors le Congrès de Vienne 1815, c'est sous l'impulsion des Britanniques et des Américains, la plupart des nations européennes qui acceptent de ne plus faire de traite, même si la traite se poursuit de façon clandestine, et ce n'est qu'au cours du XIXe siècle, après une succession d'abolitions de l'esclavage, que nous allons avoir un arrêt de la part des Européens de cette pratique dégradante. Alors, quel est le premier pays d'Europe qui l'abolit? Ça n'est pas la France, c'est le Portugal, en 1761. La France, c'est dans la foulée de la Révolution de 89, hein, et il y a en 1794 une abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. C'est la Convention, hein, ce moment important de la Révolution, qui vote cette abolition. Mais sous le Consulat, le 20 mai 1802, Napoléon va rétablir l'esclavage dans les territoires, et donc du coup, on va se retrouver dans une situation qui est une situation identique. Alors, les abolitions se succèdent dans toute l'Amérique, hein, 1810 au Chili, 1813 en Argentine, 21 en Colombie, 29 au Mexique, 33 dans les colonies britanniques, 1846 par la Tunisie, hein, puisque les Arabes sont toujours impliqués aussi dans ces pratiques-là. Bon, la France l'Empire va rétablir, je l'ai dit, Napoléon consul, puis Napoléon empereur va rétablir l'esclavage. Arrive la Deuxième République, 1848, et à ce moment-là, il va y avoir une décision en avril 48 d'abolition de l'esclavage, et ce sont des commissaires de la République spécialement envoyés dans les différentes colonies qui vont faire appliquer cela parce qu'il y a une résistance de la part des grands propriétaires terriens qui ne veulent pas, évidemment, se priver d'une main-d'œuvre gratuite. Donc, à différentes dates, des commissaires de la République, Victor Schœlcher aux Antilles, Sarda-Garriga à La Réunion, et à La Réunion, c'est en date du 20 décembre, ce qui fait qu'à La Réunion, c'est tous les 20 décembre qu'il existe ce qu'on appelle là-bas la fête CAF, la fête nègre, la fête des Noirs, qui est cette joie d'être enfin
à nouveau libérés. Hein. Ça se continue tout au long du 19e siècle. Hein. Par exemple, en 1865, après la guerre de sécession, qui est justement une guerre motivée par l'opposition entre des esclavagistes et des abolitionnistes, l'esclavage est aboli aux États-Unis en 1865. Quelques années plus tard, l'Angleterre met la pression en faisant un blocus dans l'île arabe de Zanzibar, dans l'océan Indien, pour abolir sur les territoires du sultan de Zanzibar la traite des esclaves, parce que cet arabe-là continue, lui aussi, à vendre, enfin à capturer et à vendre de la main-d'œuvre noire, hein, 1888 au Brésil. Alors, le XXe siècle va continuer sur cette lancée. 1942 en Éthiopie, et le dernier pays à abolir officiellement l'esclavage, c'est 1980. Vous voyez, c'est il y a un peu plus de 40 ans, et c'est la Mauritanie. Alors évidemment, tout cela ne pourrait rentrer dans le détail de ce qui s'est passé en France, mais à l'occasion, on pourra en parler entre nous si vous voulez. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous savons qu'il y a aujourd'hui des forces, des formes modernes d'esclavage. Vous êtes sans doute au courant que dans cette Libye anarchique d'aujourd'hui, eh bien, ces migrants de couleur hein, qui viennent du Sud-Sahara, eh ben sont utilisés comme esclaves, hein, femmes esclaves sexuelles, hommes esclaves en tout genre, et c'est des plaies du monde moderne. On estime en gros hein, à entre 3 et 5 millions, à l'heure où je vous parle, d'esclaves clandestins, si vous voulez. Et donc c'est beaucoup. Voilà, je ne voulais pas prendre plus que cela de votre attention. Simplement vous rappeler donc il y a eu différentes formes d'esclavage, que tous les peuples de la terre ont les mains sales de ce point de vue-là, qu'il ne s'agit donc pas ici quand on fait une commémoration de cet ordre-là, de pointer tel ou tel peuple. Hein. Tous les peuples du monde ont pratiqué cette chose-là et pratiquent encore clandestinement, comme je le dis parfois. D'où la plus grande vigilance qu'il faut avoir à cet égard. Et je vous ai rappelé qu'effectivement, le christianisme et certains papes, puis les penseurs des Lumières, ont contribué à ce que on puisse abolir la traite et abolir l'esclavage, que ça a pris du temps, que parfois il y a eu des avancées puis des reculs. Hein, l'exemple de Napoléon qui rétablit en 1802 hein, ces pratiques-là. Et là, il va falloir attendre 1848, la Deuxième République, pour que officiellement on puisse abolir à nouveau. Hein. Bref, ce que j'aimerais avoir partagé, c'est ça, c'est l'idée que l'esclavage est une plaie de l'histoire de l'humanité, qu'elle est partagée par tous les peuples, que chacun doit balayer devant sa porte, et en même temps on doit regarder vers une humanité qui éradique définitivement ces pratiques honteuses qui, à l'heure où je vous parle, continuent d'exister. Bon, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous donc pour le 23 pour évoquer justement cette fois-ci de manière humaine hein, de la difficulté d'être esclave, la difficulté
l'arrachement au pays natal, d'un voyage épouvantable, et ensuite de cette exploitation terrible qui a vraiment été une injustice historique dont nous payons parfois encore les conséquences. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.